Bonjour, merci d'être venu à cette restitution du mois du dessin 2019 et au lancement de la saison 2020. J'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui Claire Boustany, qui est chargée de la médiation culturelle et qui est coordinatrice du FMAC à l'école. Martine Valentin, qui est chef de pôle du développement des publics des centres des monuments nationaux. Gilgal Gezer, qui est notre artiste. Pierre Lungoretti, qui est directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Et moi, qui ai le plaisir d'animer cette table ronde et cette discussion autour du mois du dessin. Alors pour rappel, en tant qu'organisateur de Drawing Now Art Fair, le salon du dessin contemporain, en tant que passionné de dessin depuis très longtemps, nous essayons de faire la promotion en parallèle du salon des expositions de dessin dans les institutions afin de créer un parcours en parallèle du salon à Paris, en Île-de-France, parce qu'effectivement, c'est notre rayonnement principal. Cette année, on a eu la chance de faire la promotion des expositions à la Cinémathèque française, au FRAP Picardie Hauts-de-France, au Drawing Lab, à la Fondation d'entreprise Ricard, au Goethe Institut, à l'Institut du monde arabe, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, au Musée de la chasse et de la nature, au Musée Picasso, au Palais de Tokyo et enfin au Silencio. Le principe de ce parcours est vraiment de mettre en avant le dessin contemporain. Et notre ambition, là aussi, est que le plus grand nombre d'institutions, au mois de mars, présentent des expositions de dessin contemporain. Depuis, on a souhaité amplifier ces actions en mobilisant, en mettant en avant tout ce qui pouvait mettre en avant la pratique du dessin et surtout l'artiste. C'est vrai qu'on se rend compte que dans un certain nombre de lieux, les gens ne vont pas forcément voir les expositions, n'ont pas souvent la chance de rencontrer des artistes. Et nous, on a vraiment envie de remettre au cœur de ce processus l'artiste. Et depuis l'année dernière, on mobilise différents lieux en Île-de-France pour accompagner des workshops, des ateliers, des entretiens et permettre ces rencontres entre les artistes et les différents publics. Alors bien entendu, ensuite, nous relayons l'ensemble de ces ateliers sur nos réseaux sociaux, des newsletters, de la promotion, éventuellement de la publicité. Et nous faisons souvent des films ou des reportages afin de relayer ces workshops et les faire durer dans le temps et en faire bénéficier le maximum de public. Et enfin, effectivement, il y a cette restitution à l'auditorium du Carreau du Temple qui nous permet de rendre compte de ce qui s'est passé cette année. Alors cette année, on a mobilisé un certain nombre de partenaires et comme vous pouvez le voir, on a réussi à aller en étape 2, c'est-à-dire à avoir un certain nombre d'institutions qui crée ces rencontres et ces workshops avec des artistes essentiellement dessinateurs, bien évidemment. Et donc, on est allé au-delà de l'Île-de-France. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la step 2, avant de vous présenter la step 3. Et donc, Mathieu Dufoy va faire un entretien au CCOD à Tours. Rupert et Mulot, qui sont auteurs de bandes dessinées à la Bibliothèque publique d'information. Au Château d'Oiron, qui est donc un centre des monuments nationaux, c'est Massinissa Selmani qui est à la fois une exposition, a fait des rencontres, et je me demande même s'il n'y a pas y avoir un workshop. Au Château de Villeneuve-Lambon, qui est aussi un centre des monuments nationaux dans le Puy-de-Dôme, c'est Delphine Gigot-Martin qui fera un atelier dans les prochains jours. À la Conciergerie à Paris, c'est Sarah Navas-Miller qui, elle aussi, va aller à la rencontre du public. Au Drawing Lab, c'est Mia
Mirailov qui a fait un atelier. À l'ENSAD, c'est Alice Witzel qui est illustratrice avec Iris Levasseur. Au FMAC à l'école, c'est justement Gillian Gelzer qui a pu aller à la rencontre des colliers. Au FRAC Picardie, c'est donc Anna Bunot qui, là aussi, est allée à la rencontre du public. Au MABA, Gala Vicentini. Au Palais Jacques-Cœur, Olivier Thuot. Au Paris College of Arts, c'est Chloé Briggs et Véronique de Volder qui ont fait un atelier. À l'Université Paris et Saint-Denis, département des arts plastiques, les étudiants sont venus rencontrer Nicolas Gansterer au Drawing Lab. Et enfin, aujourd'hui, si je ne me méprends, à la Villa Savoie, c'est Yves Bellorget qui va à la rencontre des publics. Afin de vous rendre compte justement de ce qui se passe et de ces rencontres entre les artistes et ces différents publics, je vous propose de visionner un certain nombre justement des vidéos que nous avons faites avant de passer ensuite la parole à mes invités sur leur investissement autour du dessin et de ce mois, de cette grande fête du dessin. Si j'ai un conseil à donner à un enfant, il faut juste dessiner. Dessiner, c'est tracer. Créer son vocabulaire formel, créer son écriture, encore une fois. Mais dessiner pour soi, pas dessiner pour reproduire, je crois. C'était plutôt quelque chose d'assez évident, c'est que depuis mes études, c'est le dessin vers lequel je tends. Ce rapport, encore une fois, d'écriture qui fait que comment décrire le monde, comment l'annoter. En tout cas, c'est là-dessus que je suis. Ce qui me plaît, c'est que même dans des œuvres où il y a des systèmes, même où on met à jour quelque chose de très rigide, ça gardera, le dessin ramène quelque chose de très, effectivement, très personnel. C'est sa trace à soi, c'est poser sa trace, donc échappe après à l'intelligibilité, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois la qualité du dessin pour le côté très personnel qu'il a dans son écriture, bien sûr, et donc de voir ça avec les œuvres qu'on peut voir, mais avec les échanges qu'on peut avoir avec des publics, etc. Et après, comment on remet ça à distance, comment on peut manipuler ça, comment on peut le malmener. Et ce qui va plus m'intéresser, moi, dans la pratique du dessin, c'est mettre à jour un vocabulaire formel, propre à un espace, un temps, etc. Mais après, le manipuler jusqu'à l'épuiser. C'est le dessin qui redevient le sujet. Je trouve ça intéressant, moi, en tant qu'artiste, de rencontrer les publics. Là, aujourd'hui, par exemple, c'était avec des enfants. Je pense que c'est d'inciter, de poser des questions et juste, des fois, mettre des mots, juste de leur proposer des choses. Après, assez intuitivement, encore une fois, mais ça se fait, là, comme aujourd'hui, ça se fait avec le FRAC, donc avec son directeur, avec les médiatrices, avec leur approche à eux. Et c'est le fait de mêler ces qualités-là, je pense, qu'une visite dessinée comme ça peut avoir lieu. C'est pour ça que le mot de transmission me met plus à l'aise. C'est un moment où juste on est en contact, moi d'eux et eux de moi en l'occurrence, mais aussi de d'autres personnes. Et de là, en plus, comme aujourd'hui, de mêler la médiation, donc amener le sens des œuvres par un discours, et de proposer une manipulation qui ne sont pas parallèles, mais qu'il s'agit bien de ramener les choses et qu'on comprenne les œuvres d'une manière plus sensible, plus sensuelle, comme ça. Cette visite dessinée a pris une forme à partir de mes préoccupations à moi aussi. J'ai toujours dessiné. Toute ma pratique tourne autour des pratiques du dessin. Au départ, j'ai toujours pensé le dessin comme quelque chose de très dynamique, c'est-à-dire c'est à la fois c'est quelque chose qui se déploie pas mal dans l'espace. Donc mes premières pièces, mes premières œuvres étaient comme ça. C'est ça qui te fait penser à une école, c'est ça? Ah oui, oui, ça fait écran, bien sûr. Et tout ça, c'est des dessins préparatoires de plusieurs choses. J'ai toujours eu cette trame du dessin comme forme documentaire, c'est-à-dire qu'elle est à la fois mise en scène, à la fois en interaction avec des choses, des objets. Ça peut être de l'animation aussi. Après, plus tard, les compositions dessinées comme ça, disons plus classiques, sont arrivées un peu plus tard. J'ai toujours été attiré par la confrontation entre comique et tragique,
un attrait pour l'absurde, pour la photographie surréaliste et surtout pour la photographie de presse. Et cette idée est venue comme ça, au fur et à mesure, de faire des scènes qui ont très peu de chances de se produire. Des dessins de maquettes absurdes, par exemple la maquette d'un incendie. Et pour faire ça, en fait, je pioche des éléments, des personnages, des objets dans des photographies de presse qui n'ont strictement rien à voir ensemble, en fait. Et l'idée, vraiment, c'était de prendre chaque élément avec son contexte, qui est totalement occulté, du coup, vu qu'il y a ces espaces blancs autour. Et la rencontre de tous ces contextes crée finalement un nouveau qui est totalement effacé. Je l'ai jamais vu comme ça. C'est vrai qu'il fait comme un cœur. J'essaie de faire en sorte que mes expositions, que les titres de mes expositions, de mes œuvres, de mes travaux ne soient pas descriptifs, mais qu'ils soient quasiment un élément en plus de ce télescopage de choses que j'essaie de mettre en place. Et petit à petit, à force de pratiquer, on arrive à avoir sa propre façon de faire, mais ça ne vient pas comme ça, c'est beaucoup de travail. Il y a une partie de la littérature algérienne francophone que j'aime beaucoup parce qu'on retrouve vraiment la manière aussi dont j'ai grandi, c'est-à-dire cette confrontation entre comique et tragique qui est vraiment très présente. Du coup, la violence, elle est là, mais elle n'est pas livrée comme ça, gratuitement, j'allais dire. Dans ma manière de travailler, j'ai accepté le fait qu'il y a toujours une grosse part qui m'échappe. Des fois, on dessine des choses qui nous échappent, on ne sait pas trop pourquoi on les a fait, on comprend plus tard. Mais d'un autre côté, ça me conforte aussi dans ma manière de travailler parce que tout cet espace blanc, toute cette manière de faire est vraiment faite pour qu'on puisse s'y imprégner. Il y avait tellement de devoirs que... Eh bien, je n'avais pas soupçonné que j'avais tout ça dans mes dessins, c'est bien. Dans mes dessins, il n'y a jamais de visage connu, il n'y a jamais de lieu précis. Et moi, j'ai l'habitude de dire, surtout ces derniers temps, que finalement, mon travail est fait d'absence, que le spectateur vient combler avec son vécu, ses propres connaissances. Ça, c'est la principale qualité du dessin, c'est ce côté très simple, très immédiat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de barrière entre l'œuvre et celui qui la regarde, celui ou celle qui la regarde. It needs to be more in flow and not in the head, more in the body. It's more to see it more like performance or like behavior. I started drawing when I was a child, but in my professional way, I start already in the school. In Bulgaria, I was learning drawing in a very conservative way, which helps me a lot, but it took me a long time to find the way how to use this in the contemporary art. Drawing is the basis of every media. It's one of the most important medias in the art because everything starts with a drawing. The whole dust and the spots I found in my studio, I accumulate them and then I transform them into a drawing, and this I want to transform into paper. It's like a portrait of life and existence. For me, it was important to show this process to the kids. And for me, it was really important this moment of action, of performance, of having fun, using this food, trying to be free, put it on the paper and give attention to something which actually we don't care. For kids, it's always mostly is forbidden to do sports or to do dirt. And in my case, I want to transform this into art. The whole issue of my work, it's about existence. Doing this process of
drawing something which you don't like to see. I want to put the view of the own existence and of the own performance, of performing life, what left of our being a human. On peut juste dessiner pour dessiner et qu'en fait déjà avoir ça dans sa vie c'est déjà tellement génial et c'est un outil tellement précieux. Juste de voir quelqu'un prendre du plaisir à faire quelque chose, ça donne envie de faire pareil. Alors je dessine depuis que je suis toute petite, depuis que je sais tenir un crayon et je dessine tout le temps. J'ai une pratique vraiment journalière. Et voilà, depuis là, j'ai jamais arrêté. C'est portatif, c'est rapide. Pour moi, c'est vraiment la première manière de faire un montage, de juxtaposer deux choses, de les faire coexister, de révéler une idée d'une certaine manière. C'est comme une forme d'écriture où je dessine en fait un vocabulaire, une sorte de langage que j'ai développé avec une symbolique qui m'est propre. Mais donc on retrouve beaucoup de choses qui ont trait à mon quotidien, aux choses que je vais voir apparaître beaucoup dans mon champ de vision. Je fais aussi beaucoup attention à mes émotions parce que c'est vraiment une des choses avec lesquelles j'ai souvent l'impression de manquer de mots. J'avais pas forcément envie d'être dans quelque chose de didactique vraiment, mais plus d'être dans quelque chose de un peu plus immatériel, plus autour de la création et du plaisir en fait. J'ai mis à disposition des livres, des fascicules de banque, des choses un peu diverses et variées, dans lesquelles les gens pouvaient aller piocher, prendre du plaisir à s'approprier certaines choses et un peu, sans trop se poser de questions, pratiquer, tous ensemble. Quand je vois des gens dessiner, justement, tu sens dans la manière qu'a la personne de juste appliquer la couleur ou juste faire son trait, tu sens le plaisir. Je trouve que c'est une chance de pouvoir pratiquer auprès d'autres personnes et de pouvoir essayer de transmettre quelque chose. Donc ce que moi je voulais, c'était surtout arriver à quelque chose d'assez universel. Et là, j'avais envie de transmettre quelque chose qui est plus trait au plaisir. Et ça, c'est un truc assez magique. Bon, c'est un peu des mots tabous, mais... Oser le faire. C'est que même si on pense peut-être que c'est difficile, qu'on n'arrive pas, il faut le faire. Il faut le faire, c'est l'envie, c'est la passion. Développer un désir et de l'assumer. L'évidence et cette application directe. Le dessin, depuis maintenant peut-être une dizaine d'années, la pratique du dessin a pris un peu le dessus par rapport à la peinture. Et pour l'instant, le dessin, de par sa simplicité et aussi ce qu'il engage comme travail de physique, de l'application du corps, m'intéresse actuellement. Il y a plein d'aspects ou de spécificités liées aux matériaux que j'utilise, mais qui est extrêmement simple, qui sont des crayons, parfois des crayons de couleur maintenant, et aux questions de pression, aux questions de contact. C'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est cette immédiateté du contact du crayon avec la surface du papier. Ce qui m'a intéressé dans le fait de venir
c'est la rencontre et de répondre à leurs questions et d'essayer d'expliquer un peu à des jeunes enfants ce que ça veut dire de peindre, de dessiner et d'avoir un travail artistique. J'ai longtemps été professeur dans les écoles d'art et c'est vrai que c'est une chose qui m'a toujours intéressé, c'est effectivement la transmission. La tentative de transmettre quelque chose. Avec les jeunes élèves de l'école élémentaire, j'ai moins l'habitude de leur parler. J'ai essayé de trouver un peu un terrain d'échange où on se comprenne, moi, eux et eux, moi. Ce qui m'y intéresse, c'est de rendre attentifs les jeunes aux possibilités d'une expression artistique et de solliciter et d'encourager le regard et la compréhension et l'interprétation du visible. For me, drawing is a way to express a thought process. Whoever starts to draw or is drawing, I rather encourage the person to be honest with him or herself in that process and to try to find a way to express that feeling or that thought. That's very difficult to say because I think I draw since I'm a child. So I'm since more than 40 years drawing. For me, drawing is a very immediate way to express things. It goes very fast from the perception reflection system into the paper in the hand. It's like very fast, immediate, which is great quality of the medium of drawing. But you see, I also build sculptures, which is a much slower process, but still it's kind of in this idea of line making kind of a diagram and with wire and wood. This attention to lines, the attention to making diagrams and maps, creating kind of ordering systems of the complexity of reality and then translating them into different media, be it a performance, be it an object. I love to translate between media and see how that again influences my way of thinking and way of perceiving. I had the visit of students and they looked in the exhibition, which is still in the process. I wanted to give them some ideas which you only see now, how artists work. It's an interesting moment to see how they start to become alive, basically. Transmission is, in that sense, interesting because to hear other people's ways of thinking and perceiving and what they read in it, what I never imagined that they can see, and that's very exciting. Il suffit de rien, d'un crayon, d'un doigt, et on dessine, quoi. Dessine pour le plaisir. Observer le monde et essayer de traduire
en ligne, en forme, en termes de dessin, c'est quelque chose qui est plus en plus important à faire. C'est la pratique qui leur permet le plus de liberté et de spontanéité et qui est aussi le plus facilement libérateur. Mais en même temps, ça rend les gens heureux. Depuis toujours. Et moi aussi, depuis toujours. Sauf une dizaine d'années où je dessinais plus. Et je dirais à cause de mes études de l'art plastique. J'enseigne de cette base-là, en fait, que je veux remplacer toutes les choses que je manquais dans mon éducation à moi, à mes étudiants. Enfin, la façon dont on enseigne, c'est que c'est vraiment, on appelle ça hands-on, c'est les mains dedans, quoi. Donc ils arrivent, comme là, vous l'avez vu dans le workshop, ils étaient tous dedans et pensant à rien d'autre, et on arrive en quelques heures, en 3 heures comme ça, à créer une énergie et une synergie, que ce soit au niveau de leur dessin, même entre eux, et c'est cette énergie qui fait la force aussi du dessin. Dans notre école, il y a en moyenne 50 nationalités différentes. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'on a eu cette idée de cet atelier où on fait ressortir cette difficulté justement de langage quand on essaye de donner des instructions ou de partager une idée avec quelqu'un d'autre en se servant justement de Skype, qui a encore une forme naturelle de déformation, aussi bien visuelle qu'auditive, donc il rend les choses encore un peu plus compliquées. Et il dirige la main de l'autre. Comment faire le dessin de cet objet caché? Sans jamais le nommer, au fait. Sans jamais le nommer. Et on est très intéressé par ce qui est perdu entre le cerveau et la main. Nous, on essaye d'enseigner le dessin et on est conscient qu'il y a un manque quelque part entre les mots, les choses qu'on décrive et ce qu'on fait en pratique. Et, la difficulté, justement, parfois de mettre les mots sur des idées ou des choses très précises. Et finalement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on est presque obligé parfois de les dessiner pour nos étudiants parce qu'il n'y a pas forcément les mots qui existent. Merci pour bien tous ces lieux qui ont accueilli ces premiers workshops, ateliers, rencontres. Bien évidemment, sur les différents réseaux, sites internet, les prochaines vidéos qui sont en cours, puisqu'effectivement ces workshops, on dit que c'est au mois de mars, mais bon, si c'est fin février, si ça déborde un petit peu sur début avril, on n'est pas sectaire. On continuera bien entendu à relayer les informations. Moi, je suis toujours, c'est la deuxième fois que je fais cet exercice et je suis toujours très touchée par l'implication des artistes et dans ces rencontres. Je vais donner la parole à Gillian, justement sur cette notion, puisque c'est ça qu'on a envie de montrer à l'occasion de cette fête du dessin, c'est ce contact direct que vous avez avec ces différents publics. Alors là, tu as eu un contact avec des enfants, mais je sais que tu peux avoir rencontré d'autres types de publics. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces rencontres, dans ces ateliers que tu fais avec ces différents publics? Alors, c'est pas aussi fréquent que ça, ces rencontres. Et là, c'était un peu particulier parce que le public que j'ai le plus fréquenté, c'est au sein des écoles d'art. Et donc, c'était intéressant de rencontrer des enfants. Et, bon, sauf que lors de mes études, ou juste après mes études, j'ai eu l'occasion de travailler assez longtemps à l'atelier des enfants du Centre Pompidou. Donc, c'était une expérience assez particulière et différente, mais et évidemment toujours très excitante d'une certaine manière. Mais
oui, l'expérience avec le public. Moi, j'ai été d'abord... je parlais de transmission, et effectivement, c'est ça. C'est là où le dessin, je pense, est une sorte de langage ou le médium qui me semblait le plus propice à établir un échange et réellement un échange avec le public, ou en tout cas avec le groupe, les groupes d'étudiants avec qui je travaillais. Et j'ai vraiment remarqué ça après avoir, pendant des années, été plutôt au départ appelé à enseigner la peinture, plus particulièrement, et qui était aussi, et qui est toujours d'une certaine manière une pratique personnelle. Mais je me suis petit à petit, alors ça c'est très personnel, mais je me suis rendu compte que petit à petit que en fait c'était le territoire du dessin que je trouvais qui était le plus propice à établir un échange et une discussion et une recherche avec d'autres, parce que je pense, enfin on l'a entendu dans tous les différents témoignages ou expériences, le dessin est la chose la plus simple à faire pour créer des formes. Et la première, peut-être, il suffit d'un outil et d'une surface de papier, ou autre chose. Enfin, c'est le début, c'est la marque de quelque chose, la trace de quelque chose, et puis après, ça peut devenir évidemment beaucoup plus compliqué et complexe. Et moi, dans le cadre d'études et d'un enseignement, je pensais que c'était aussi le dessin, il est partout, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde et que c'était une sorte de langage peut-être le plus universel. Que ce soit après des étudiants ou des élèves qui font plutôt de la peinture, qui font de la photographie ou de la sculpture ou des installations, de la vidéo, de la musique, du son. Je pense que le dessin, il peut être une sorte de mode d'expression qui sous-tend toutes ces pratiques-là. Et donc, voilà, c'était ça qui m'intéressait, notamment lors des ateliers que je menais à l'École des Beaux-Arts de Paris, où il y avait effectivement... l'atelier de dessin était en fait l'endroit où se croisaient, où se rencontraient, les étudiants un peu de tous ces différents domaines. Il fallait trouver une sorte de dénominateur commun ou un langage en tout cas qui puisse permettre un échange entre tous. J'aime bien cette idée de langage, effectivement. Et dans ce cadre-là, et pour lancer effectivement notre ambition pour 2020, et bien développer justement ce langage et permettre à l'ensemble de ces publics, et bien d'apprendre à se parler autour du dessin. Claire, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser juste rapidement représenter ce qu'est le FMAC à l'école et effectivement ce qui vous intéresse dans le fait de participer de plus en plus activement au mois du dessin. Bonjour à tous. Donc oui, moi je m'occupe de la coordination du FMAC à l'école. Le FMAC à l'école, c'est un programme qui existe depuis 10 ans maintenant et qui consiste à prêter une œuvre d'art contemporain de la collection du Fonds municipal d'art contemporain de la ville de Paris à des établissements scolaires parisiens de l'école maternelle au lycée professionnel. Cette année, on a un partenariat avec 31 établissements.
Donc on prête l'œuvre durant quasiment toute l'année scolaire. Elle est en général accrochée dans l'établissement au mois de novembre et décrochée à la toute fin de l'année scolaire, fin juin, début juillet. Donc l'idée, c'est vraiment que l'œuvre fasse partie du quotidien des élèves, des professeurs, des différents personnels et personnes qui fréquentent l'établissement scolaire. Et donc cette familiarisation à l'œuvre passe par un accompagnement en matière de médiation culturelle qui donc est fait en collaboration avec les professeurs de l'établissement, des étudiants en médiation culturelle que l'on prend en stage, notamment des étudiants de l'Université Paris 8, nous, les médiateurs, et également donc, les artistes qui ont réalisé des œuvres qui se trouvent dans l'établissement. Et cette sensibilisation se fait par différents moyens, donc des présentations de l'œuvre, des ateliers plus plastiques, de découverte vraiment de la pratique artistique et des échanges donc, avec les artistes, notamment Gillian Gelzer qui est venue cette année. Et l'idée, c'est vraiment voilà, de familiariser les élèves à l'art contemporain, de les familiariser aux différents médiums, dont le dessin, et de les familiariser aux pratiques artistiques, dont le dessin, car très souvent, en fait, c'est le premier médium qui découvre. Donc c'est vraiment dans ce but-là qu'on est très content de participer au mois du dessin depuis 2 ans maintenant et de renforcer, si possible, cette participation en impliquant donc, le mois du dessin plus en amont dans donc, la programmation, dans l'organisation de ce programme, en essayant l'année prochaine donc, de proposer à certains établissements scolaires des œuvres de notre collection qui sont donc des dessins et de permettre donc à certains établissements de travailler plus en profondeur cette pratique et dans le cadre du mois du dessin également. Et d'essayer justement donc à cette occasion de faire se rencontrer l'œuvre, l'artiste et effectivement les élèves. Merci Claire. Martine, je vais vous donner la parole. On a fait un premier pas cette année un peu rapidement avec le Centre des Monuments Nationaux et nous en sommes ravis. Ça nous a permis très rapidement de pouvoir rayonner au-delà de Paris et de l'Île-de-France. Et j'avoue que nous nous en réjouissons, Christine Fall et moi-même. Et donc ce premier pas, on l'espère, va s'accélérer l'année prochaine puisqu'on a signé un partenariat pour justement permettre à un plus grand nombre de monuments de s'associer au mois du dessin et d'accueillir des ateliers, des workshops, des expositions. Le premier test, entre guillemets, dont on a vu le reportage avec Massinissa Selmani a, je crois, motivé un certain nombre de monuments à rejoindre l'aventure. Pourquoi vous avez sauté dans l'aventure du mois du dessin aussi rapidement avec nous, Martine ? Alors, je pense qu'il y avait un concours de circonstances. Il est vrai qu'en ce qui concerne les monuments nationaux, il y a une centaine de monuments. Pour la charge que j'ai donc au Centre des Monuments Nationaux, c'est une charge en relation avec le public. Et le dessin, c'était un petit peu une évidence. Je vais reprendre quelques termes qui ont été évoqués à plusieurs reprises. Alors, issu des arts plastiques, d'une part, ça facilite un peu ce type d'entrée. Et la qualité des lieux, aussi variés soient-ils, me semblait être une opportunité pour dessiner à l'intérieur, à l'extérieur, pas forcément toujours de manière représentative, en tous les cas d'ouvrir les possibilités
Même si dans les monuments aujourd'hui, tous les services qui ont en charge les publics ne sont pas toujours formés, initiés. Donc on a travaillé un petit peu là-dessus, mais dans un premier temps, c'est emparé des monuments pour lesquels il y avait déjà une grande expérience. Je pense tout particulièrement précisément au château de Voiron. Je vois Karine Guimbard dans la salle. Donc il y a vraiment des personnes qui avaient déjà une grande expérience. C'était beaucoup plus facile de donner un peu le ton. Mais par contre, il est vrai que par rapport à la diversité des architectures et des époques, il nous avait semblé important, dans un premier temps, avec simplement 5 monuments, d'ouvrir les possibilités, donc la ville de la Savoie, d'autres types d'architecture et d'autres expériences. L'idée vraiment, c'est de développer, d'ouvrir davantage d'autres lieux l'année prochaine, mais toujours en laissant les personnes en charge dans les monuments de décider avec quel type d'artiste, quel fonctionnement, quel public recevoir. Et ça va être, ne serait-ce que pour ces 5 lieux cette année, très variés, puisqu'on reçoit aussi bien des familles au moment du week-end que des groupes scolaires, ou des classes d'étudiants des beaux-arts ou autres. Voilà. Donc vraiment, c'est de varier les publics dans ces différents monuments. C'est varier les publics et effectivement aller aussi en région à la rencontre de personnes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir rencontrer des artistes si souvent que cela. Et je pense que c'est aussi une chance à travers ces expositions, rencontres ou workshops de rencontrer un artiste, parce que je trouve que c'est effectivement enrichissant et qu'effectivement ce lien, ce trait qui se crée entre les uns et les autres à travers ce langage est vraiment enrichissant. On part toujours plus riche quand on rencontre un artiste. Et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment notre ambition pour l'année prochaine, c'est de renforcer cette présence partout en France. On a très envie qu'au mois de mars prochain, tout le monde dessine. Voilà. Tout le monde dessine et en même temps, on s'est rendu compte avec Pierre que, effectivement, on avait un lien très fort entre le dessin et la bande dessinée. On a eu la chance l'année dernière de commencer une collaboration très enrichissante en accueillant au sein de Drawing Now Art Fair l'exposition BD Drawing qui mettait justement en regard des artistes plutôt issus de la scène artistique contemporaine, dessinateurs, et puis un certain nombre d'artistes plutôt issus de la bande dessinée, de confronter un petit peu ces regards et ces pratiques. Et finalement, on s'est rendu compte que quand même il y avait beaucoup de liens et que tout ça était finalement lié au dessin. Donc on a eu très envie de renforcer ce lien. Cette exposition a ensuite été accueillie au sein de la cité et a eu un bon écho. Et donc l'année prochaine, Pierre a aussi une actualité très très forte et on a bien l'intention au mois de mars de travailler ensemble autour de cet événement. Je vous laisse la parole, Pierre. Oui, merci Karine. Alors, en effet, nous avons eu ce travail conjoint qui est une première étape et que nous envisageons de prolonger, d'approfondir. La bande dessinée, depuis 25 ans, connaît une expansion à la fois artistique, économique, et puis une hybridation de plus en plus forte entre le dessin contemporain et ce qu'elle est elle-même, avec des auteurs de bande dessinée qui... pour leur grande majorité, sont issus des écoles d'art, donc ça crée un background, enfin une sensibilisation particulière. Il y a une véritable, ce qu'on appelait à l'époque, une véritable fertilisation croisée entre les deux modes d'expression artistique, qui est extrêmement intéressante à analyser, avec aussi peut-être la bande dessinée qui a... Alors que les arts plastiques exploraient, et avec toute la légitimité qu'on peut leur attacher, d'autres pans de l'esthétique comme l'art minimal ou l'abstraction, la bande dessinée a approfondi une tradition de la figuration. Et évidemment, cet approfondissement de la figuration semble créer de nos jours un appel vis-à-vis des artistes issus des arts plastiques
avec différents courants que je ne développerai pas, mais auxquels on pourra revenir. Et ce que nous souhaitons faire ensemble, c'est, dans le cadre de ce qu'a annoncé le ministre de la Culture très récemment, donc une année de la bande dessinée en 2020, donner à voir ces fertilisations croisées, continuer à donner à voir ces fertilisations croisées entre la bande dessinée et le dessin contemporain, avec une année de la bande dessinée qui aura pour vocation à la fois de souligner la vitalité artistique que connaît le 9e art depuis plus de 20 ans, mais également de montrer ces pratiques d'hybridation où la bande dessinée qui est devenue véritablement une expression carrefour, puisqu'il y a des interactions, on en parle aujourd'hui avec le dessin contemporain, avec les arts plastiques d'ailleurs dans leur sens le plus large possible, avec les jeux vidéo, avec le cinéma en prise réelle, avec le cinéma d'animation, avec la littérature. Et cette année 2020 de la bande dessinée sera l'occasion de souligner cette place nouvelle, parce que c'est une place assez nouvelle. La bande dessinée a était jusqu'à très récemment un secteur un peu marginal, qui à la fois marginal sur le plan économique, mais également marginal sur le plan artistique et institutionnel. Et les évolutions de ces 20 dernières années sont tout à fait spectaculaires dans cette mutation du champ de la bande dessinée et de ces différentes capillarité qu'elle a pu développer. Ce qui me semble aussi important, c'est ce qui a été souligné à plusieurs reprises, c'est la question de la transmission, la question de la pratique artistique qu'on peut mettre en œuvre avec la bande dessinée et la pratique du dessin et les conditions d'appropriation du médium, puisque cette année 2020 de la bande dessinée sera aussi l'occasion de développer des actions avec le monde éducatif, avec l'institution scolaire, et là aussi peut-être de renforcer des activités autour du croisement du dessin contemporain et de la bande dessinée dans le cadre scolaire. Donc c'est une opportunité, je pense, pour nous de donner un éclat particulier, une dimension particulière à ce mois du dessin. Et évidemment, je crois qu'il faut que nous puissions démultiplier les partenariats pour donner à ce mois du dessin 2020 la dimension que je viens d'évoquer. Merci Pierre. Merci à tous. J'aurais eu envie de peut-être donner justement la parole à Karine qui justement a eu cette expérience avec le Centre des Monuments Nationaux, voilà, qui a saisi au vol cette opportunité et qui a eu la chance de pouvoir accueillir Massinissa Selmani chez elle. Oui, bonjour. Donc c'est effectivement une très belle expérience puisqu'on a décidé sur la proposition de Martine en fait de nous inscrire dans cette dynamique du dessin, de partir de l'invitation à Massinissa Selmani, donc de monter une exposition. On a une quinzaine d'œuvres en fait qui ont été installées dans le château et autour de cette exposition organiser différentes rencontres. Donc ça nous a permis nous de mettre en place toute une programmation de conférences autour des dessins aussi qui sont dans la collection de 93, comme ceux de Brûlis-Bouabré. On a également Georges Etel. Enfin, on a établi une petite programmation autour de ça, du mois des dessins, et ça va également jusqu'au mois de mai. Et puis nous avons aussi accueilli une classe d'un village de 400 habitants qui a rencontré l'artiste, qui a travaillé autour de son travail et qui, voilà, c'était une première amorce pour un travail un peu plus soutenu avec des médiateurs issus du château. Donc pour nous, c'est vraiment une belle expérience. On a ouvert un petit peu notre programmation 2019, puisque je crois qu'on s'est rencontrés avec Christine Foll peut-être au début du mois de janvier. Donc, et puis ensuite, moi, j'avais déjà très envie de travailler avec Massinissa Selmani. Et donc, il a accepté aussi de travailler sur un temps assez court et rapide. Mais finalement, comme quoi, des fois, avec peu de temps,
une énergie positive, une concentration. En fait, on arrive à une très belle installation et puis qui nous amène des visiteurs qui viennent de Tours, qui viennent, puisque nous on est situé, le château de Voiron, peut-être deux mots, est situé entre Saumur et Poitiers, donc dans un triangle où il y a très très peu de transports en commun, de trains ou autres. Donc il faut vraiment décider de venir au château. Et donc ça nous amène vraiment des visiteurs. Certains sont venus même avant le vernissage. L'expo n'était pas montée, qu'on avait déjà des visiteurs pour découvrir le travail de dessin de Massinissa. Alors on avait un petit peu quelques hésitations puisque le château n'a pas forcément les conditions de conservation, étant un château peu chauffé, ou du moins en partie. Mais finalement, on a réussi à écarter ou du moins à traiter tous les problèmes liés à l'accrochage, à la conservation, à la manipulation, puisque nous avons un lieu qui se visite sans surveillance, qui est vraiment destiné à la découverte par soi-même, à pousser des portes, à rentrer dans des univers artistiques différents. Et du coup, cette expérience, en tout cas, s'articule très bien avec le reste de notre programmation. Et pour l'instant, les premiers visiteurs, puisque c'est ouvert depuis le 16 mars, en fait, sont plutôt enthousiastes. Donc je pense qu'on sera avec vous l'année prochaine également. Merci pour ce retour d'expérience et pour avoir pu en discuter avec Massinissa. Il a été ravi de cette collaboration. Et je crois que là aussi, pour les artistes, d'investir des lieux comme le château de Voiron et comme d'autres monuments nationaux, voilà, ça relève aussi un petit peu du rêve, de la vie de château, voilà. Et je crois que Massinissa Salmani a été et est ravi de cette expérience. C'est aussi important parce qu'on a beaucoup parlé du public qui rencontrait les artistes, mais pour les artistes, c'est aussi une chance qu'on leur donne, voilà, d'investir des lieux un petit peu différents de ceux qu'ils ont l'habitude d'investir et de ne pas d'investir juste des cimaises blanches. Voilà, donc je crois que ça les motive aussi beaucoup. Alors moi, j'ai envie de vous dire, donnons-nous rendez-vous en 2020. Mobilisons le plus de lieux possible. Christine Fall et moi-même sommes aussi là pour accompagner, créer du lien, donner du sens, donner des idées aussi, parce que je crois que c'est aussi intéressant des fois pour des artistes qui sont issus de certaines régions, et bien finalement de revenir aussi aux sources et d'investir des lieux à côté desquels ils ont pu vivre ou avec lesquels ils ont pu vivre et finalement de les investir. Donc c'est aussi quelque chose qui nous intéresse dans la démarche. C'est effectivement ces croisements et ces rencontres. Et puis je crois que ce qui est important aussi, c'est de dire que l'idée, c'est effectivement d'accueillir et de rassembler le plus grand nombre de typologies de public. Il se trouve là qu'effectivement on a vu beaucoup de scolaires. L'année dernière, on était sur des publics plus variés. Et c'est aussi l'idée, c'est de donner accès aux artistes et aux dessins au public les plus larges. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie tous pour votre investissement. Je remercie les artistes pour tous ces moments de transmission et de partage. Je remercie Claire de continuer à avancer avec nous autour de ce partenariat, de sortir les œuvres dessinées du FMAC. Je remercie bien évidemment Martine de nous avoir suivis et d'avoir mobilisé aussi rapidement un certain nombre de monuments nationaux et de nous avoir donné toute cette énergie. Et je suis persuadée qu'avec Pierre, nous allons continuer cette hybridation entre BD et dessin, entre BD et drawing, et donner à la bande dessinée en 2020 la plus grande visibilité possible, et au dessin contemporain encore plus de vision, de rencontres autour de finalement cette pratique partagée par tous. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention en 2020 alors donc.